Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. Voici au terme de la première journée de ces grandes rencontres. J'étais content de voir que les autrices, puisque vous avez peut-être remarqué, que des invités femmes. Même pas le 8 mars, le 9. C'est pas une politesse. Voilà, donc j'étais très content de voir que les écrivaines qui sont déjà passées ont connu un très bon retour des gens. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient rencontré une atmosphère voilà, intéressante à Vichy. Ils avaient eu l'occasion d'avoir des échanges avec vous. Voilà, ils partaient heureux de Vichy. Donc j'étais content et je voulais vous le dire, si vous ne l'ont pas dit déjà. Alors, nous allons recevoir pour achever cette première journée Rachida Brakni. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, la connaissent puisqu'elle est actrice dans des films qui ont connu beaucoup de succès, Chaos, Neuilly sur ma mère. Elle était pensionnaire de la Comédie Française à 24 ans. En 2002, elle a eu en même temps un César de meilleur espoir féminin et un prix Molière, révélation du théâtre, pour son rôle dans Ruy Blas. La même année, un Molière et un Oscar. Et un César, pardon. L'Oscar, c'est pour plus tard, après la rencontre de ce soir. En 2019, nomination au Molière pour pièce « J'ai pris mon père sur mes épaules ». Vous vous rendez compte qu'elle joue dans cette pièce, alors que le livre dont nous allons parler, qui porte le nom de Cadour, le prénom de son père, est précisément le moment où elle n'a plus pris son père sur les épaules. Voilà. Alors aujourd'hui, nous ne recevons pas évidemment Rachida Brakni pour ce dont nous avons parlé. J'oubliais les séries télévisées, évidemment, Baron Noir notamment. Aujourd'hui, on ne recevra pas Rachida Brakni pour son rôle dans un film, au théâtre ou au cinéma, mais pour un livre Cadour qui est sorti il y a 3 jours, il y a 4 jours. Et cette rencontre à Vichy est la première rencontre publique qu'elle fait dans toute la France, en dehors d'une librairie à Paris où elle a reçu sa famille qui était présente, sa mère, ses frères, sœurs et toute sa grande famille en face des clients de cette librairie. Donc sa première rencontre publique de grand format, j'allais dire, et donc à Vichy. Alors ce livre, il est... quand je l'ai lu, je lisais, je relisais certains passages. C'est incroyablement bouleversant. Son père donc s'appelait Cadour, et ce livre, c'est une lettre d'amour à son père qui est mort pendant le Covid, et qui voulait rentrer en Algérie. Et au moment du Covid, ils n'ont pas eu la possibilité de le rencontrer à l'hôpital. Et ensuite, ça a pris plusieurs jours entre le moment où il est mort et le moment où il a pu revenir en Algérie, comme c'était son souhait. Et cette lettre, ce sont des mots de poésie, des mots de la vérité, et des mots, elle a cette expression, des mots qui tremblent comme nous, on tremble en les lisant. C'est quelque chose d'assez exceptionnel que j'ai lu dans ce livre. Et cette lettre, ce livre est une gratitude infinie envers son père qui ne savait ni lire ni écrire, qui a eu des doigts coupés au travail et le dos cassé par son travail, il était chauffeur de poids lourd. Sa mère ne lit et n'écrit pas le français non plus. Et donc c'est une gratitude infinie pour ce père qui lui a permis de connaître le destin qui fut ensuite le sien, qui est encore en train de continuer. Voilà, nous allons recevoir Rachida Brakni. Merci beaucoup. Bonsoir, je découvre cette belle salle et je découvre d'ailleurs la belle architecture de Vichy que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je visite cette ville et je suis frappée par cette architecture
napoléonienne. Je ne le savais pas, pardonnez-moi. Et maintenant, je rencontre ses habitants. Donc merci d'être aussi nombreux. Merci beaucoup, Rachida, d'avoir accepté le long trajet qui va de Paris à Vichy. Je dis ça en moitié plaisantant. Son train est arrivé à l'heure, je tiens à le signaler. Vous voyez ce que ces mots déclenchent comme surprise. C'est tout dire. Donc merci beaucoup d'avoir pris le soin de venir nous voir. Alors, je me suis dit, en ouvrant le livre, sacrée responsabilité pour une fille d'écrire ce livre. Ça ne doit pas être une décision simple. Surtout quand, comme vous le dites, on lui doit tant et qu'il n'est plus là. C'est comment vous êtes emparé de cette responsabilité? Ça a pris 9 mois, c'était presque comme une gestation. Très vite, après son décès, j'ai eu envie de raconter son histoire. Parce que la jeune fille que j'étais, la petite fille que j'étais, n'avait pas trouvé dans les récits des parcours comme celui de mon père ou de mes parents. L'histoire de la France et l'histoire de l'immigration, elle appartenait aux livres d'histoire, aux livres de sociologie, c'était des statistiques, des chiffres, mais il n'avait pas encore investi le champ littéraire. Et moi, j'avais envie d'investir ce champ littéraire pour mon père, pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais mettre un visage et puis redonner la dimension humaine de ce qu'est aussi l'immigration et lui donner un visage, une identité bien précise à travers le portrait de mon père, pour le sortir un peu de ces généralités et de ces mots un peu communs on les nomme les immigrés. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un immigré? Donc j'avais envie d'une part m'atteler à ce travail-là, d'autre part, je me devais par égard pour mon père de lui rendre tout ce qu'il m'avait transmis, sciemment et inconsciemment, parce qu'il m'a donné tant de choses et je pense que je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à lui. Et par ailleurs, par rapport à l'écriture de ce texte, je me devais aussi, lui qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire en français, je tenais à ce que ce soit un objet littéraire poétique. Je voulais lui confectionner la plus belle des broderies, le plus beau des manteaux. Et je voulais qu'il soit habillé d'un beau manteau d'amour et brodé avec cette langue française qui ne lui appartenait pas, mais qu'il m'avait inconsciemment autorisé oui, et transmise, puisqu'il m'avait toujours encouragé à lire, puisque pour lui, mon émancipation ne viendrait que par l'école et par les mots et par cette langue. Alors, il était ouvrier. Il a été ouvrier 2 décennies, puis ensuite il a été chauffeur routier. Et dans sa vie d'ouvrier, il a perdu 2 doigts. Oui. Et quand il a été chauffeur de poids lourd, il y a eu un accident qui lui a brisé carrément le dos avec des fractures. Enfin bref, il s'en est jamais relevé en fait de manière. Il s'est arrêté de travailler, usé, le corps complètement usé. Et votre mère était femme de ménage pendant ce temps-là. Donc, et cette famille-là vous a apporté une protection absolue. C'est-à-dire que je pense que dans le livre, en tout cas, vous auriez pu écrire « J'ai jamais eu peur » à la maison. Mais non. C'est ça que j'ai trouvé formidable, d'abord comme réussite de la part de personnes qui venaient d'ailleurs, qui étaient nées dans un autre pays, et qui arrivaient à porter protection totale à ses enfants. Il a 3 enfants. Oui, et puis mon père est orphelin, il a perdu ses parents à l'âge de 7 ans, à quelques mois d'intervalle, et il s'est retrouvé à la rue. Et il a commencé à travailler dès l'âge de 7 ans. Avant d'arriver en France à l'âge de 18 ans. Et n'ayant pas
lui-même été couvert d'amour par une famille, cet amour, parfois maladroitement, enfin, ce que j'explique dans le livre, en fait, c'est que mon père partait d'une page blanche pour l'éducation qu'il allait nous transmettre. Et je l'ai toujours respecté, mais je ne le craignais pas. Et évidemment, étant l'aîné, j'ai essuyé quelques plâtres, mais il avait l'intelligence de ne pas se braquer et de savoir voilà, changer son fusil d'épaule si parfois il faisait fausse route, parce qu'il n'avait pas, voilà, il n'avait pas lui-même bénéficié d'une éducation, d'un cadre, d'un tuteur. Il me racontait une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre, et c'était un peu sa définition de l'éducation. Très belle, oui. Oui. Avec les les enfants pour les arbres, hein, c'est exactement. La parabole des arbres, j'appelle. C'est ça. Les enfants, pour les effrayer, on leur raconte les contes de Perrault, de Grimm, Le Petit Poucet. Mon père me raconte l'histoire d'un homme en Algérie qui passe plusieurs années en prison. Il sort de prison. Il part à la rencontre de son père et il lui dit « Je voudrais que tu m'accompagnes ». Il emmène son père dans l'Oued et il lui montre des arbres et il lui dit « Papa, pourquoi cet arbre-là, il est si fort, si beau ?» Il lui dit bah, « Mon fils, cet arbre a eu un tuteur, il a pu se déployer, son tronc est large, ses feuilles sont belles. » Et celui-ci, pourquoi il est si chétif, si malingre cet arbre, et pourquoi il est tout tordu? Eh bien cet arbre, malheureusement, il n'a pas bénéficié de quelqu'un qui lui apportait de l'amour, du soin, de l'attention, et il n'a pas eu de tuteur. Et il lui dit, mais pourquoi tu n'étais pas là pour moi? Et le fils tire une balle dans la tête de son père. Moi, petite fille, j'étais terrorisée par cette histoire, et pour lui, c'était vraiment sa définition de l'éducation. Du rôle du père. Du rôle du père. Il a toujours eu un rapport à la terre, puisque je vous dis, il a commencé à travailler dans les champs dès l'âge de 7 ans. Et son rapport à la terre, c'est la seule connexion qu'il avait avec l'éducation. Pour lui, il y avait tant de similitudes entre prendre soin d'un arbre, prendre soin de la terre, comment on la cultive, comment on l'arrose, comment on l'irrigue. Et son éducation, elle était faite de ça. Elle s'est faite tout simplement avec ses parallèles avec la nature. Alors, pour parler de votre livre, j'ai choisi 5-6 passages qui rassemblent un peu tout ce que votre vie a été avec votre père comme rapport possible, parfois incompréhension et parfois fusion totale. Et donc, on en a parlé avec votre permission. De temps en temps, je vous demanderai de lire les lignes qui concernent le point qu'on va aborder. D'abord, votre père est né à Tipaza, une ville que tout le monde connaît, j'imagine, à cause des livres de Camus. Vous ne l'aimez pas beaucoup, mais c'est un très grand livre. Tipaza, et donc, il n'était jamais retourné dans sa ville natale et dans une période difficile de sa vie, puisqu'il a vécu très difficilement les quelques années après la mort de ses parents. Ça a été la galère quand même en Algérie avant qu'il vienne en France. Donc, Rachida, un jour, se dit quand même, si jamais j'emmenais mon père sur son lieu de naissance, 25 ans après, 20 ans après, je suis sûr qu'il sera très très heureux, etc. Ça va être une joie magnifique pour moi. Alors évidemment, Rachida, éduquée, etc., avait lu tout sur Tipaza, elle connaissait par cœur chaque pierre, etc. Et elle s'est dit, ça va être pour mon père quelque chose, un moment inoubliable. Et voilà comment ça s'est passé. Page 59. Pendant ces quelques jours passés ensemble à Tipaza, s'opère une étrange inversion des rapports. Dans cette ville qui t'a vu naître, je deviens ton guide. Je constate que tu ne connais rien de son histoire,
de l'importance de son port du temps des Phéniciens. Nous visitons les ruines romaines et le tombeau de la chrétienne. Je suis fière, et malgré moi quelque peu orgueilleuse, de te restituer une partie de ton patrimoine. Mais cela ne produit pas l'effet escompté. Tu accompagnes d'un haussement d'épaule un je ne sais pas, peut-être, murmuré du bout des lèvres. Non, papa, pas peut-être. Les fouilles archéologiques, comme les écrits l'attestent. Mais tu parais détaché, étranger à tout ça. Comme si à l'échelle de ton existence, c'était trop lointain ou tout simplement trop grand pour toi. Échaudée, je retourne à mes sardines grillées. Nous déjeunons en échangeant des platitudes, notamment sur l'inflation qui ne cesse de grimper en Algérie, ce sur quoi tu rebondis par tes sempiternelles blagues. Je n'ai pas le cœur à rire. Malgré tout, pour ne pas gâcher ce moment, je te lâche un sourire. Là-dessus, tu me demandes si je sais qui était notre illustre ancêtre et ce qu'il a accompli. À croire que tu as décidé de te payer de ma tête. Je ne sais même pas de quoi sont morts mes grands-parents. Je galère comme pas deux à tenter de te soutirer des informations quand je n'ai droit qu'à des miettes, des résidus, un goutte à goutte en perfusion, et voilà que tu m'annonces sans cérémonie que nous sommes les dignes descendants d'une grande lignée. Wallah, ma fille, je suis très sérieux. C'est notre voisin du 3e, le chauffeur du taxi, qui me l'a raconté. À mon tour d'être dubitative. Il est très savant, tu sais. Il connaît des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Dans quoi ce chauffeur de taxi t'a-t-il embarqué? Mais passons, je te laisse continuer. Devant ma mine circonspecte, tu as le sourire de celui qui ménage son effet avant de porter les stockades et de savourer sa victoire. Il y a très longtemps, ma fille, Shir Brakni était déjà un grand commandant. C'était avant que les Français ne viennent chez nous. Pour les combattre, il y avait l'émir Abdelkader qui était le cerveau et Shir Brakni était son bras armé. C'était lui le grand chef qui commandait les troupes. Il a lutté longtemps, mais là, Raleb, ils ont perdu. Les Français le craignaient tellement qu'ils l'ont envoyé très loin, dans la Nouvelle-Calédonie. Cherche, tu verras qu'il y a encore des Brakni là-bas. Fait avéré ou croyance? Je n'ai jamais cherché à en vérifier l'authenticité, car comme toi, je veux m'accrocher à cette belle histoire et la faire mienne. Néanmoins, entre 1864 et 1921, plus d'1 millier d'Algériens furent déportés en Nouvelle-Calédonie. Tu te réfères au seul outil dont tu disposes, l'oralité. Cette tradition, même si elle porte en elle une dimension fictive ou mythique, a le mérite de te placer au centre de ton histoire et d'en être l'acteur. C'est formidable. Ceux qui connaissent des immigrés savent ça. Ils racontent souvent des choses formidables qui se seraient passées dans des époques lointaines que personne ne peut vérifier. Mais quand on est immigré quelque part, on a envie de dire qu'on n'est pas n'importe qui. Bien sûr. Bien sûr que la famille était très célèbre de l'endroit d'où on vient, même si c'est fou, même s'ils savent que c'est fou. Mais ça permet d'avoir une carte d'identité. Tout à fait. Égale aux autres. Et puis quand on ne sait pas lire ni écrire, oui, c'est ce que j'écris, c'est que le seul outil dont on dispose, c'est l'oralité. Et en effet, je pense que mon père, en s'appropriant cette histoire, est-elle vraie, est-elle fausse, peu importe, en tout cas, elle lui redonne une dignité. Et je pense que voilà, c'était quelque chose qui était important, et puis peut-être tout simplement parce que ça l'aidait à tenir et ça l'aidait à avancer. Et vous vouliez que vous le croyiez. Ben oui, j'ai envie de le croire. C'est mieux que Tipaza, de voir des ruines. Oui. Au moins, on en sort grandi. Alors, autre chose, alors ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne sont pas la France, c'est la pudeur. Dans la famille, on évite de parler de choses, beaucoup de choses directes. On utilise des formules pour éviter d'aborder les sujets précis. Comme ça, on laisse planer un doute. Et la pudeur dans les familles arabes, c'est très, 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 très fréquent. C'est même la règle en général. On n'aime pas beaucoup sortir de là. Alors, en page 82, vous avez juste quelques mots sur la pudeur qui explique bien cette... voilà, chez nous, voilà.
Chez nous, la pudeur est un langage, une attitude, un rapport à l'autre pour préserver sa liberté et pour ne pas brusquer l'intime. Une grammaire qui nous est propre, une science que je peux déchiffrer dans la gamme chromatique de tes yeux verts, dans la rigidité ou la souplesse de ton corps, dans les moindres inflexions de ta voix, le rythme, le ton, l'hésitation, le silence, le souffle même. Rien ne m'est étranger. Voilà, la pudeur, c'est vraiment quelque chose avec son père, ça doit être assez complexe à tenir. Comment il a pris, votre père, à ce moment-là, le fait que vous soyez une personne publique, qu'on vous voit au théâtre, qu'on vous voit au cinéma? Pour sa pudeur, je veux dire, alors, que fait ma fille? Comment ça, tu t'exposes? Très bien, ce que je raconte dans le livre, c'est que petite fille, je rêvais d'être avocate. Donc, mon père m'avait offert à l'âge de 14 ans le code pénal. Et il en était, il en était très heureux. Lui caressait le rêve que je sois avocate, médecin ou institutrice. Et puis, je m'étais inscrite à des cours de théâtre, m'étant dit que ça me servirait dans mes futures plaidoiries, puisque j'avais comme modèle Gisèle Halimi, Badinter, et le théâtre, d'une certaine manière, allait me servir dans mon futur métier d'entraînement à la parole. Exactement. Et je découvre le théâtre, je découvre les textes, et ma voix bifurque. Et mes parents n'ont jamais opposé quoi que ce soit à mon désir d'être comédienne. Et d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le livre. Ça m'a beaucoup peiné quand j'ai commencé à faire ce métier. En sortant du conservatoire, j'intègre la Comédie Française et je tourne mon premier film avec Colline Serrault, et c'est un peu comme une déflagration, puisque voilà, le film marche, je rencontre un tas de journalistes, je suis invitée sur les plateaux de télévision, et j'étais tellement blessée qu'on ait des a priori par rapport à mes parents qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont toujours encouragée dans cette voie-là. C'est comme si mon père était réduit à une sorte de cliché d'homme rétrograde parce qu'il était arabe ou parce qu'il était musulman, alors que pas du tout. Et ça m'a profondément peinée, parce que j'ai toujours été encouragée, à tel point que je raconte que plus d'une fois, j'ai eu envie, lors d'une interview, de dire que j'étais la fille de Dalida et d'Omar Sharif, que j'étais la fille cachée. Et je m'étais dit, peut-être que... Avec ça m'a marché. Ah bah oui, puis on arrêtera de me poser systématiquement ces questions. Et j'en avais parlé, d'ailleurs, quand j'étais à la Comédie Française, j'en avais parlé avec Denis Podalides. Et je lui disais, tu te rends compte, Denis Podalides me dit, mes parents, versaillais, n'ont jamais accepter le fait que je devienne comédien. Je dis, tu te rends compte, c'est un comble, toi on ne te posera jamais cette question-là, et moi systématiquement on doit me dire, mais et comment réagit votre père, et comment réagit votre mère? Alors la pudeur dont vous parlez fait que certains films, mon père ne les a pas vus ou les a vus en cachette. Et c'est plutôt ça, hein, oui, voilà. Et notamment mais il faudrait peut-être pas que je déflore tout, parce que voilà, bon, bref. Et votre mariage avec Cantona, alors, une des personnalités les plus connues en France, il a dû se dire, mais enfin, alors, comédienne, d'accord, mais épouser un des 10 Français les plus connus, c'est une provocation pour la pudeur. Mais pareil. Alors, en fait, Vous avez hésité à lui dire comme ça, quand même, non? Évidemment, je me disais, en fait, mon père... Vous ne saviez pas comment il allait réagir, quand même. Oui, et ce que je reprochais aux autres, finalement, je me le suis appliqué à moi-même, dans le sens où j'ai réduit, moi aussi, mon père à sa condition, à l'image qui... exactement, d'homme arabe. Ça, c'est quand même fou. Mais oui, parce que j'ai participé moi aussi à ça, parce que j'en ai parlé évidemment tout de suite à ma mère, et mon père, j'avais beaucoup de mal à lui dire, et d'ailleurs la rencontre s'est faite à Tipaza lors de ce tournage, et j'étais très 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 anxieuse de sa réaction, alors que voilà, sa réaction a été à l'image de ce qu'a été cet homme. Et à vous raconter, il y a une anecdote incroyable, c'est que votre père lui-même est devenu célèbre.
Oui. puisqu'on lui demande un autographe. Hein? Oui. C'est quand même fou, ça. Un jour au supermarché, Oui. quelqu'un s'approche de lui, lui demande un autographe. Oui, mon père ressemblait comme deux gouttes d'eau à Louis de Funès. Il avait un grand amour pour le Louis de Funès et on regardait tous les films de Louis de Funès avec lui. Et c'était pas uniquement une ressemblance physique, il y avait un vrai mimétisme. Mon père moulinait des bras, trépignait d'impatience. Et je raconte un jour que sur le parking du supermarché de notre ville de banlieue, à Athis-Mons, une dame l'aborde pour lui demander, enfin, une dame lui demande, vous êtes Louis de Funès, et mon père opine du chef. La dame lui demande un autographe, et mon père prend soin de dissimuler ses deux doigts. Parce qu'il ne sait pas écrire. Voilà, il prend soin de dissimuler ses deux doigts coupés, et il fait un gribouillis, et la dame le remercie, et mon père lui répond de son accent algérien de rien. Et là, la dame prend tout d'un coup conscience de la supercherie, elle prend ses jambes à son cou et elle s'en va. Mon père me raconte ça et je lui fais remarquer que ce n'est pas très gentil de s'être payé la tête de cette malheureuse dame. Et il me répond, ce n'est pas très malin non plus de penser que Louis de Funès fait ses courses à l'Euromarché d'Athis-Mons. Voilà. En quelques mots, un jour vous montez dans son camion. L'endroit où il travaille tous les jours avec son camion avant que son corps s'affaisse après un accident. Pardon. Comment s'est passé le voyage en camion de la fille et du père? C'était extraordinaire. Déjà pour la petite fille que j'étais. C'est fou ça. Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. 6 ans? Père qui est là. Oui, et puis surtout ce camion, ce qui est énorme. Et puis alors, c'est ce que j'écris, j'avais l'impression de dominer le monde. Je regardais. C'est un moment de fierté pour vous. Bien sûr. Considérable. Ah bah bien sûr, le camion, c'est. Oui. Et puis il y avait sa cabine, enfin sa couchette qui était derrière son fauteuil. Et j'étais admirative parce que mon père conduisait cet engin absolument extraordinaire et oui, j'avais la sensation qu'on était les rois du monde. C'est vous qui avez demandé d'être dans son camion, lui? Oui, je lui avais demandé à l'accompagner. Et j'étais fascinée parce que mon père, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et il fallait qu'il se débrouille. Il ne pouvait pas lire le nom des... alors les panneaux, c'est des pictogrammes, donc il arrivait, et puis après, avec les années, il a fini par réussir à déchiffrer exactement. Mais quand il arrivait quelque part, et là en l'occurrence j'ai pu moi l'aider, mon père avait toujours des astuces pour cacher son analphabétisme. C'est-à-dire, faire un mandat à la poste, il se bande la main en disant qu'il a eu un accident et il demande à une tierce personne de lui remplir un document. Et quand il est en voiture, c'est « excusez-moi », il s'arrête, « je n'ai pas mes lunettes, je n'arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider est-ce que vous pouvez tout simplement me guider ?» Donc, et ce jour-là, j'étais fière de pouvoir l'accompagner et être son copilote. Exactement. Vous avez donc une sœur et un frère. Et donc, votre père a donc 2 filles et un garçon. Et là, vous parlez d'une chose qui a marqué votre vie ce jour-là. Il y a un accident dehors, une bagarre un peu, une bricole entre des jeunes et tout ça. Et quelqu'un dit... Ah non, oui. Non, c'est pas ça. Je vois ce que vous voulez raconter, Philippe. Oui, j'ai 12 ans. Oui. J'ai 12 ans et je vis donc dans une cité et dans nos sociétés, on sait à quel point, mais d'ailleurs c'est comme un village, on sait qui sort avec qui. Non, et puis le regard des autres, le regard de l'autre compte et on est prisonnier d'ailleurs de ce regard et du qu'en dira-t-on. Bref, je rentre à la maison et quelques minutes plus tard, une voisine sonne à la porte. Elle sonne à la porte, mon père va ouvrir et elle lui dit, avec toute la bienveillance qui est la sienne, je viens te prévenir, ta fille était avec des garçons. Tu sais comment c'est,
les gens vont jaser, vous êtes une famille respectable, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur elle, donc veille. Surveille-la. Exactement. Et alors, moi, je suis dans ma chambre, la porte est entrouverte, j'observe la scène, je vois mon père de dos, et donc j'entends la logorée de cette sorcière, comme je l'écris, et finalement sa logorée se tarit, et mon père reste étrangement calme, il ne dit rien. Et évidemment, moi, derrière la porte, je suis un peu inquiète de sa réaction. Sa réaction, oui. Et une fois qu'elle eut fini de parler, mon père lui répond, avant de lui claquer la porte au nez, « Je ne sais pas de quelle fille vous parlez, je n'ai que des garçons. » Et ce jour-là, c'est ce que j'écris, j'ai pas vraiment mesuré sur l'instant ce cadeau qu'il m'avait fait. J'en ai pris vraiment conscience plus tard. Mais cette offrande, c'était pas faire insulte à mon sexe, bien au contraire, c'était la plus grande des libertés qu'il m'avait donnée. Et je crois vraiment, je pense que chez chacun d'entre nous, il y a un moment fondateur, il y a un événement qui détermine votre rapport au monde et qui détermine celui ou celle que vous allez devenir. Et je crois véritablement que ce jour-là, quelque chose s'est passé en moi et mon père, sans le savoir, m'a fait le plus beau des cadeaux. Oui, c'est vrai que le jour où on se dit « j'aurai mes chances », on n'est pas sûr de les avoir. Non. Mais au moins, on a un point de départ. Solide. Bah oui. Mon père ne m'a pas trahi dans le... Non, et puis je suis l'égal d'un homme. Moi, je suis l'égal d'un homme. Celui qui dit le contraire, il est moins bon que mon père. Exactement. Oui. Et alors, un mot sur l'exil, parce que l'exil, on n'imagine pas quand on n'est pas exilé ce qu'est l'exil. On peut avoir l'impression que l'exil, c'est sortir d'une position très embarrassante, où les dangers sont partout. Et que donc l'exil est quelque chose finalement d'apaisant par rapport... Puisqu'on quand on est en exil, on fuit toujours quelque chose, c'est-à-dire une mauvaise situation. Et on pourrait imaginer que l'exil, pour certains, c'est aller mieux qu'avant qu'on quitte son pays. Et vous avez cette phrase à un moment, donc votre père est exilé, votre mère est exilée, vous naissez en France. L'exil, jusque dans la mort, sépare et déchire les familles. Oui. Pourquoi ça déchire les familles et ça sépare les familles? Parce que mon père voulait absolument être enterré en Algérie. D'ailleurs, alors c'est purement empirique, hein, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais les hommes, les immigrés repartent dans leur pays d'origine les pieds devant. Et les mères, ma mère par exemple, veut être enterrée en France auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Vous-même, vous avez essayé de le convaincre? J'ai essayé de le convaincre. Ma mère, j'ai essayé de le convaincre déjà de prendre la nationalité française. Il n'a jamais voulu. Ma mère l'a fait. Et d'ailleurs, c'est presque comme un travail d'enquête que je fais parce que il ne voulait pas, il s'était mis un point d'honneur à ne jamais prendre la nationalité française. J'avais beau lui expliquer par exemple que par rapport à sa retraite, qui était déjà si dérisoire, elle était ponctionnée de 20% parce qu'il n'était pas français, il ne voulait rien entendre. Et d'ailleurs c'est assez troublant par rapport à l'écriture de cet ouvrage, c'est que la mémoire c'est un muscle qui, quand on l'active, quand on le réactive, quand on le sollicite, des choses remontent. Et mon père, quand je lui disais « mais pourquoi tu ne veux pas prendre la nationalité française ?» il me répondait « ça sert à quoi? J'aurai toujours ma tête d'arabe. » Et j'avais pas grand-chose à répondre à ça. Mais il me manquait un élément. Et j'ai écrit ce livre, et un jour... après la rédaction de ce livre, me revient en mémoire quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est que mon père, le 17 octobre, le fameux 17 octobre 61, il y avait eu une grande marche à Paris pour l'indépendance. C'était une manifestation qui était vraiment, comment dire, pacifiste, puisqu'à cette époque-là, les Algériens qui vivaient en France, il y avait un couvre-feu pour eux. Et il manifestait pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce jour-là, Maurice Papon, qui était le préfet
de Paris a fait noyer 200 Algériens dans la Seine et beaucoup ont été tabassés. Et mon père était présent lors de cette marche. Et j'avais essayé de l'interroger, il n'a jamais voulu me dire ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait vécu. Et je pense que il y a quelque chose, c'est ce moment-là qui lui faisait, qu'il ne voulait pas... Qui faisait obstacle, là, oui. Mais ce que je raconte aussi, c'est que le désir d'être enterré en Algérie, c'est pas tant une déclaration non plus d'amour à son pays d'origine, mais ces hommes qui ont, comme vous le dites, voilà, tout quitté, vivent dans une espèce de zone grise, puisque vous quittez un pays, l'histoire de ce pays continue de s'écrire. Sans vous, et le pays d'origine évidemment, et le pays dans lequel vous vivez n'est pas tout à fait le vôtre. Donc vous évoluez dans cette espèce de zone grise où vous n'êtes plus de là-bas et vous n'êtes pas non plus complètement d'ici. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ton désir d'être enterré en Algérie, c'est pas tant une déclaration d'amour à ton pays d'origine, parce que là-bas aussi ça n'a été que douleur et que souffrance. Et malheureusement, comme je l'écris, il n'existe pas de contrée pour les rebuts de l'immigration et pour les orphelins de l'émigration. Problème fondamental, la langue. Oui. La langue aussi déchire les familles, non ? La connaissance d'une langue, la non-connaissance d'une langue, c'est déterminant. C'est un facteur de division peut-être dans les familles d'exil ou pas ? Je sais pas. Moi, à la maison, on ne parlait qu'arabe. Oui. Et j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi, qui, elle, le comprend mais ne le parle pas. Et je raconte une scène qui m'a profondément troublée et qui m'a profondément peinée également pour mon père. C'est qu'à 18 ans, je quitte la maison, je m'installe à Paris, bref, et je reviens régulièrement, évidemment, pour le fameux déjeuner dominical. Et quelque chose m'interpelle, me chiffonne, et quelque chose, je sens que le tableau originel, quelque chose vient le perturber. Et je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et tout d'un coup, je réalise que mon père et ma sœur parlent en français. Ah oui, c'est vrai. Alors que je n'avais parlé qu'en arabe avec mon père. Et ça m'a profondément troublée, parce que déjà, d'une part, je m'étais dit que cette langue, finalement, c'était peut-être la dernière chose qui me connectait encore à l'histoire familiale, et peut-être c'était le seul héritage dont je disposais de mes parents. Et en même temps, je réalisais à quel point ce processus était tout à fait normal, parce que mes parents ont appris à parler cette langue avec nous, finalement, en grandissant, et ils se sont familiarisés avec cette langue. Mais je raconte que lui, qu'il ait invité à sa table cette langue française, ça m'avait peiné pour lui, parce que ce jour-là, j'avais assisté à sa seconde migration sous son propre toit. Ouais. En fait, changer de langue, c'est changer aussi de territoire, c'est changer de culture. Et lui qui avait déjà changé de pays, qui avait déjà changé de culture, j'assistais pour la 3e fois à un nouveau déracinement au sein même de son foyer. Et ça m'avait troublée, ça m'avait peinée. Et à la fois, je me suis dit, c'est un processus inéluctable. C'est vrai. Alors, vous avez un dernier tête-à-tête avec votre père, puisque vous n'avez pas pu le voir pendant qu'il était malade. Les hôpitaux étaient interdits à visite familiale pendant le Covid. Et au moment où, finalement, il obtient la permission, l'autorisation de quitter la France pour retourner en Algérie, le corps... à ce moment-là, la famille a le droit de venir voir le corps. Vous n'avez pas eu le droit de l'accompagner, personne n'a eu le droit de l'accompagner, mais on laisse la famille reconnaître le corps accompagné d'un imam éventuellement, ce qui était le cas. Et vous, qui êtes de toute la famille la plus lettrée, celle qui connaît le mieux la langue française, celle qui manie le français à la perfection, les idées à la perfection,
qui avez lu tous les poètes français, etc., vous vous dites, dans votre fort intérieur, je dois dire quelque chose, un dernier adieu à mon père, puisque il est là en face de moi. Et vous, l'interprète de tous les grands rôles du cinéma et du théâtre, vous ne trouvez pas les mots. Vous restez impossible pour vous de lui dire au revoir. Je laisse tout le monde te dire au revoir, car je veux être la dernière à t'embrasser, la dernière à te murmurer les derniers mots avant que ton cercueil ne soit fermé. Que ces mots ensevelis avec toi soient choisis, pesés, que leur valeur n'est d'égale que ton unicité, que ces mots qui t'accompagneront pour l'éternité constituent le linceul de ton âme. Mais tous me paraissent petits, insignifiants ou sans valeur. Je cherche en français, en arabe, je ne trouve pas. Au fond, n'est-ce pas pour moi que je cherche ces mots, des mots palliatifs qui soigneraient ma perte? Je m'impatiente comme ces hommes des pompes funèbres qui n'attendent que moi pour abattre sur toi le couvercle. Une fin sans fin, à coups de « attendez, encore une minute ». Comme la dernière touche du peintre à son tableau, je cherche le foutu mot qui parachèvera mon amour. Mais rien ne vient, si ce n'est des mots insipides, ternes, sirupeux, des mots aussi fades que la figue que je n'aurais jamais dû cueillir hier. Il me faudrait créer un mot pour toi, qui n'appartiendrait qu'à toi, et dont la signification n'aurait de sens que pour nous. Mais je ne trouve pas. C'est quel moment pour vous, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quel feu intérieur devait bouillir en vous à ce moment-là, de vous dire ça? Aucun mot ne vient. Mais je pense que c'est propre à chacun d'entre nous, enfin quiconque a été confronté à une perte douloureuse. L'expression ne vient pas? Oui, exactement, la difficulté ne vient pas. D'ailleurs, je raconte ça aussi, c'est que j'ai fait mourir mon père plein de fois en tant que comédienne. Quand je jouais des scènes où il fallait produire une émotion, j'imaginais sa mort, et évidemment ça provoquait chez moi quelque chose de dont je pouvais me servir face à une caméra ou sur scène, et c'est ce que je dis d'ailleurs, le jour où j'apprends sa mort, finalement par rapport à toutes les fois où j'ai déroulé et tranché le fil de ton destin à ma guise, ça reste si petit, si insignifiant par rapport à la douleur qui est la mienne à cet instant, parce que pour la première fois, elle est réelle et elle n'est pas comme feinte ou déguisée comme j'avais pu par le passé le faire tant de fois, juste pour servir un rôle, parce que les comédiens sont des monstres et qui sont capables de faire feu de tout bois pour pouvoir toucher à une émotion. Et quand on ne peut pas dire ce mot, on écrit un livre? C'est ça. Ce jour-là, vous avez pensé, je peux pas lui dire, je vais lui écrire? Oh, pas ce jour-là, mais quelques mois plus tard. D'ailleurs, j'avais été... moi, il y a un livre qui a beaucoup compté pour moi, c'est La place d'Annie Ernaux, que j'avais lu quand j'avais 23 ans. Et j'avais été profondément bouleversée par ce livre et troublée parce que Annie Ernaux, donc ce livre, dans La place, elle fait un portrait de son père, et je reconnaissais mon père, et en filigrane, je me reconnaissais en elle. Et j'étais troublée parce que je m'étais dit, c'est fou, cette femme, nous n'avons ni les mêmes origines, ni le même âge, ni le même parcours, et pourtant, nous avons quelque chose en commun. Et à la mort de mon père, j'ai ressenti le besoin de relire ce livre, et j'ai voulu, à mon tour, écrire le portrait de cet homme en étant toujours mue par cette force et par la vie qui avait été la sienne, et qui est, je crois, la vie de tant d'hommes déracinés, de tant d'hommes qui ont eu le corps brisé par le travail. Et le rapport père-fille,
Enfin, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Beaucoup d'autres m'ont précédée et d'autres me suivront. C'est un rapport, enfin c'est un territoire qui est extraordinaire à explorer aussi, le rapport père-fille. Vous parlez peu de votre mère, moi je l'ai trouvée formidable, votre mère aussi. J'en parle, mais parce oui, que, mais... évidemment, j'ai découvert l'écriture et je ne compte pas m'arrêter. Ah. Parce que c'est quelqu'un, votre mère. Voilà. Et ce sera peut-être pas le prochain, mais le 3e ou le 4e. Oui. Mais après Kadour, il y aura Kéra. Pour finir, je vais lire 2 lignes. Elles sont au début de votre livre. Et elles sont de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. C'est un poète merveilleux qui nous a quittés il y a à peine plus d'1 an. Beaucoup d'entre vous le connaissent, j'imagine. Il s'agit de Christian Bobin. Et c'est un livre qui s'appelle « La part manquante ». Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit. C'est pour rejoindre, en silence, cet amour qui manque à tout amour. Je crois que quand vous avez déniché ces phrases, ces 2 phrases, vous avez la clé du livre, l'explication du livre au bout du compte. Déjà, Bobin... Un amour qui manque. Oui, c'est ça. Mais enfin voilà, la phrase se suffit à elle-même. Elle est tirée de la part manquante. Et c'est pas pour rien que vous l'avez mise en exergue du livre. Évidemment. Déjà parce que j'ai un amour mais infini pour Christian Bobin. Et cette phrase se passe de commentaires. Et la part manquante, c'est voilà, c'est presque ce membre manquant dont je suis amputée. Et qui existe à l'image de ces soldats qui revenaient de la guerre de 14-18, ah oui, à qui il manquait un membre, et ce qu'on appelle le membre fantôme. Et voilà, mon père est mon membre fantôme, et il m'accompagne, il est avec moi, et évidemment, voilà, c'est rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Rachida, je voulais vous dire, c'est un livre magnifique sur tous les sujets dont on a parlé. Et en le lisant, on se rend compte, on a envie de regarder l'autre autrement, c'est ça que je voulais vous dire. Ça dépasse, votre histoire personnelle est évidemment au centre, mais en le lisant, ça dépasse ça. On va ailleurs, on va dans le regard que les gens ont les uns sur les autres. On se pose des petites interrogations qu'on ne se posait pas avant. Alors c'est pour ça que merci pour le livre. On aime votre père, on aime votre mère, on aime votre sœur et on aime Kadour. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. Vous la retrouvez là-bas, à l'espace signature. Merci beaucoup à tous, à demain.